Nous avons vu en introduction les différents types de tissus. Maintenant, nous allons enchaîner avec, en développant pour chaque catégorie. Donc, je vous rappelle, on a vu les 4 principaux tissus, types de tissus, tissus épithéliaux, conjonctifs, musculaires et nerveux. Donc, on va commencer au premier chapitre par les tissus épithéliaux. Alors, donc, pour chaque catégorie, on va pratiquement faire la même procédure, définition, des exemples, et on va poursuivre. Donc, qu'est-ce qu'un épithélium? Alors, un épithélium est un ensemble de cellules juxtaposées, c'est-à-dire les unes à côté des autres, qui se rejoignent par leurs cellules, par leur membrane, je veux dire. Donc elles sont jointives, donc les unes à côté des autres et reliées entre elles par des membranes continues. Donc généralement, on peut schématiser ainsi la présentation d'un épithélium, qu'on peut trouver par exemple au niveau d'une cavité d'organes, l'estomac ou l'intestin. Donc on fait une coupe transversale et on voit qu'en bordure de ce tissu, de cet organe, à l'intérieur de l'espace creux de l'organe, qu'il y a donc ces épithéliums. Donc, vous voyez les cellules ici avec leurs noyaux qui sont juxtaposés, reliés entre elles. Voilà, donc elles sont reliées entre elles et on trouve ici donc une membrane basale. Alors ici vous avez de ce côté-là la lumière de l'organe qui constitue donc ce qu'on va appeler par la suite, ce que je vais vous définir, le pôle apical de l'épithélium. Alors ici, donc, ces cellules-là ne possèdent pas de vascularisation, mais ici, au niveau du tissu sous-jacent, c'est-à-dire celui qui se trouve en dessous de ces cellules, on a des vaisseaux sanguins qui permettent d'apporter les éléments nutritifs à ces cellules. Donc, vous avez toujours ce lien entre l'épithélium et le tissu conjonctif sous-jacent. Alors donc, de ce fait, ces cellules ont des caractéristiques précises, donc elles sont toujours polarisées. Donc, ces cellules ont la particularité d'être polarisées. Donc, je m'explique. Vous avez donc du côté de la membrane basale, ce qu'on appelle le pôle basal. Et vous avez du côté de la lumière, ce qu'on appelle le pôle apical. Alors au niveau du pôle apical, il y a ce qu'on appelle il peut y avoir ce qu'on appelle des différenciations. Et de ce fait, comme elles se trouvent du côté apical, on les appelle différenciations apicales. Alors on peut y trouver différentes structures qui apportent une fonction supplémentaire au tissu. Du côté opposé, donc on a la membrane basale, mais il y a aussi le côté latéral, c'est-à-dire là où se joignent deux cellules qui se trouvent les unes à côté des autres. Donc ça s'appelle le côté latéro-basal. Au niveau de ce côté latéro-basal, ou de ce pôle latéro-basal, il y a ce qu'on appelle des jonctions. Là encore, ce sont des dispositifs qui permettent de renforcer les relations entre les cellules et d'autres cellules, celles qui sont à proximité, et avec la matrice extracellulaire, c'est-à-dire l'environnement du tissu.
Alors, on va commencer d'abord par la membrane basale, qu'on appelle également lame basale, parce qu'en fait, c'est une membrane qui a une structure complexe, mais pour simplifier, on va l'appeler indifféremment lame basale ou membrane basale. Donc, cette lame basale a une épaisseur variable et en général, elle a un rôle dans l'ancrage des cellules au niveau du tissu conjonctif. Alors, ancrage veut dire une fixation forte. Alors, pourquoi il doit y avoir une fixation forte entre le tissu épithélial et le tissu conjonctif? Parce que les cellules épithéliales elles-mêmes n'ont pas de vaisseau sanguin, mais elles doivent recevoir leur nourriture à travers les vaisseaux qui se trouvent dans le tissu conjonctif sous-jacent. Alors, cette membrane basale a de nombreux rôles dans différents processus physiologiques. On ne va pas entrer dans les détails maintenant. Donc, d'après la morphologie et la localisation et aussi la fonction, on va parler de deux grandes catégories de tissus épithéliaux, les épithéliums de revêtement et les épithéliums glandulaires. Alors tout de suite, j'attire votre attention sur les termes. Vous avez revêtement, c'est-à-dire couverture, si vous voulez, et glandulaire, ça veut dire glande, ça veut dire sécrétion. Donc on peut faire la grande distinction entre ces deux groupes. Alors on va commencer donc par les épithéliums de revêtement. Donc ce sont des tissus qui recouvrent la surface externe du corps. C'est l'exemple de la peau qui couvre tout notre corps. Et vous avez également ces tissus qui se trouvent au niveau des cavités internes de l'organisme. Donc ils peuvent être en prolongement avec les voies aériennes, donc avec une ouverture au niveau de la bouche par exemple, pour les voies respiratoires, ou le nez pour les voies respiratoires. Vous avez le tube digestif, les voies urinaires et les voies génitales. On peut également trouver ces épithéliums dans les cavités closes, par exemple dans les cavités cardiovasculaires, c'est-à-dire au niveau du cœur et des vaisseaux, et dans les cavités autour des poumons, pleurales, autour du cœur, péricardique. Alors, je vous rappelle ici que les épithéliums ont une polarité, donc ils reposent par l'intermédiaire de leur membrane basale sur du tissu conjonctif, donc c'est ce qui définit le pôle basal. Ils présentent des différenciations dites apicales au niveau de la lumière, c'est le pôle apical. Alors au niveau du pôle apical, les différenciations sont de plusieurs catégories. Donc on va parler de chacune d'entre elles en précisant un exemple précis dans notre organisme. Alors on a le plateau strié. Alors on a le plateau strié, la bordure en brosse, les stéréocils et les cils. Donc on va définir chaque catégorie de différenciation en donnant un exemple précis. Alors toutes les photographies ou illustrations, pour toutes les illustrations, j'ai utilisé le site qui est affiché ici. Alors on commence par
le plateau strié. Alors le plateau strié, on l'appelle ainsi parce que justement il est constitué d'un certain nombre de structures qui donnent une striation particulière qui peut être visible au microscope optique et qui peut être mise en évidence au microscope électronique. Donc il s'agit de structures qu'on trouve particulièrement au niveau des cellules de l'épithélium intestinal. Donc il s'agit de microvillosités qui sont rectilignes, c'est-à-dire qui ont la même taille, la même longueur et qui ont le même diamètre. Donc elles sont disposées parallèlement et de façon très ordonnée. Donc on voit ici au microscope optique donc une striation au niveau du pôle apical des cellules épithéliales. Alors là vous avez bien sûr le pôle basal. Alors au microscope électronique donc on voit qu'il s'agit de structures en doigt de gant. Donc ça correspond en fait à une invagination de la membrane et donc ça donne de nombreux replis. Donc ces nombreux replis permettent en fait d'augmenter la surface d'échange avec le milieu extérieur. Donc on peut relier la présence de ces microvillosités à un rôle important dans les phénomènes d'absorption. Deuxième structure qu'on appelle bordure en brosse. Alors cette structure se trouve au niveau du pôle apical des cellules du tube contourné proximal du rat. Donc vous vous rappelez en introduction, je vous avais donné un atlas à consulter sur internet et donc qui va vous permettre de localiser ces structures et pouvoir donc mémoriser l'exemple que je vous donne ici. Donc qu'est-ce que la bordure en brosse? Ce sont également des microvillosités, mais cette fois-ci elles ne sont pas bien ordonnées comme dans le cas de plateaux striés. Donc les microvillosités sont plus longues à certains niveaux et elles ne sont pas tout à fait alignées. Donc ça ne donne pas une striation mais plutôt un aspect en brosse. Mais dans cet exemple aussi, la fonction est à mettre en relation avec l'absorption, comme dans le cas du plateau strié. Troisième exemple, les stéréocils. Alors tout de suite, j'attire votre attention. Vous avez ici cils, mais ce ne sont pas des cils. D'accord? Donc au départ, il faut vous rappeler que ce sont des structures qui ont un aspect de microvillosité. Alors la différence avec les autres types de microvillosité, c'est que au départ on a des microvillosités qui commencent mais qui s'enchevêtrent par la suite. Donc ça nous donne au microscope optique des petites touffes qui surmontent le pôle apical des cellules. Donc on a les microvillosités qui sont parallèles à la base, mais qui deviennent entremêlées au fur et à mesure qu'on se déplace vers le pôle apical. Alors donc les stéréocils, on les trouve généralement dans le canal épididymaire et au niveau du canal déférent. Alors ces deux tubes, ces deux canaux, se trouvent au niveau de l'appareil génital de l'homme. Donc je vous renvoie encore à l'atlas d'anatomie.
Alors, pour le rôle de ces stéréocils, ce n'est pas encore défini jusqu'à maintenant. Mais en général, ça n'a aucun rapport avec la mobilité parce que ce ne sont pas des cils et qui ne sont pas mobiles. Quatrième structure, quatrième différenciation apicale qu'on peut trouver au niveau des épithéliums, ce sont les cils vibratiles. Alors vibratiles parce qu'ils sont mobiles. Alors les cils, on les trouve dans la plupart des épithéliums des voies respiratoires. Donc, au niveau des poumons, au niveau des bronches, il y a des épithéliums avec des différenciations de type cils. On peut en trouver aussi au niveau des trompes utérines chez la femme. Alors ces cils ont un rôle, comme ils sont mobiles, dans le mouvement des éléments du contenu de la cavité dans lesquels on les trouve. Alors là encore, je vous mets un lien vers un site où vous pouvez observer des photographies des tissus dont je vous ai donné les exemples pour chaque catégorie de différenciation apicale. Donc voilà ce qui concerne le pôle apical. Alors maintenant, comme il y a plusieurs catégories de tissus épithéliaux, on va essayer de les mettre dans différentes catégories. Donc on va faire une petite classification et à chaque fois qu'on doit faire des catégories ou des groupes, on doit bien sûr se baser sur un certain nombre de critères. Alors dans le cas des tissus épithéliaux, la classification se base sur 3 critères. La forme des cellules, le nombre de couches cellulaires et le type de différenciation apicale. Donc en ce qui concerne la forme des cellules, donc on regarde généralement des coupes transversales de tissus épithéliaux et on regarde la forme des cellules, c'est-à-dire la longueur, le rapport entre la longueur et la largeur, et ça nous permet donc de définir un tube cubique dans lequel la largeur est à peu près égale à la longueur, un type pavimenteux où la largeur est prédominante par rapport à la longueur, et le type prismatique dans lequel c'est la longueur qui prédomine par rapport à la largeur. En ce qui concerne le deuxième critère, donc on regarde le nombre de couches de cellules. S'il y a une seule couche de cellules, l'épithélium est dit simple ou unistratifié. S'il est constitué de plusieurs couches, on dit qu'il est stratifié ou pluristratifié. Et il y a un type intermédiaire dans lequel on a une pseudostratification. On reviendra là-dessus avec des exemples précis. En ce qui concerne le type de différenciation apicale, donc, on fait le lien entre le type de différenciation et le rôle attribué dans ce cas-là au tissu. Donc on peut avoir un épithélium d'absorption s'il y a des microvillosités, et on va définir quel type de microvillosité on observe. Une fonction de mouvement lorsqu'il y a présence de cils. Alors donc là vous avez un tableau récapitulatif avec quelques exemples précis. Donc en général on cumule les critères de classification. Donc là vous avez le nombre de couches cellulaires
donc ici, et là vous avez la forme des cellules. Donc ici, dans ce cas-là, ce tissu est appelé épithélium pavimenteux simple. Donc on peut voir sur l'illustration ici, donc le pôle basal en bas et le pôle apical en haut, et on voit donc que les cellules sont plus larges quand on regarde perpendiculairement à la membrane basale, plus large que haute. Alors vous avez des exemples ici avec l'endothélium du capillaire sanguin, donc les petits vaisseaux sanguins en coupe transversale nous montrent au niveau de la lumière un épithélium pavimenteux simple. Alors au niveau de l'alvéole pulmonaire aussi, on a cette catégorie d'épithélium. Alors l'alvéole pulmonaire, c'est un petit sac au bout des bronchioles, au niveau de l'appareil respiratoire. Et à ce niveau-là, quand on fait une coupe transversale, au niveau de la lumière, on voit également un épithélium simple, pavimenteux. Alors, deuxième exemple ici, donc on voit l'aspect des cellules, aussi haute que large, donc même largeur que la longueur. Donc l'épithélium est dit cubique simple parce qu'il y a une seule couche de cellules. Donc ce sont des tissus qu'on peut trouver au niveau des tubules rénaux ou au niveau des canaux biliaires. Ici vous avez la catégorie d'épithélium prismatique ou cylindrique. On dit prismatique ou cylindrique pour montrer la forme allongée des cellules par rapport à la membrane basale. Donc c'est un tissu constitué d'une seule couche de cellules, donc il est dit simple, et on a des exemples ici au niveau des trompes, dans l'appareil génital de la femme, au niveau de la vésicule biliaire et au niveau de l'intestin. Et il y a donc des microvillosités comme type de différenciation apicale. Alors vous avez ici un épithélium pavimenteux stratifié. Alors lorsqu'il y a une stratification, ça veut dire qu'il y a plusieurs couches de cellules. On peut voir ici dans cette illustration que les cellules ont différentes formes. Du pôle basal vers le pôle apical, les cellules n'ont pas la même forme. Donc pour déterminer le groupe selon la forme, il faut dans ce cas-là regarder l'aspect des cellules apicales. Donc on voit ici qu'elles sont aplaties et donc ça nous permet de déterminer le type stratifié pavimenteux. Alors vous avez deux exemples ici, l'exemple de la peau et l'exemple de l'œsophage. Alors au niveau de la peau, il y a au niveau des couches superficielles pavimenteuses, on a des cellules qui deviennent plus dures parce qu'elles sont kératinisées. Alors, qu'est-ce que c'est que cette kératinisation? C'est les cellules qui se remplissent d'une protéine qu'on appelle la kératine et qui, lorsqu'elles sont mortes, se détachent au niveau de la surface de notre épiderme. Donc l'épithélium au niveau de la peau est pavimenteux stratifié, et comme il y a plusieurs couches de cellules qui se kératinisent, qui deviennent plus dures, donc on l'appelle kératinisé. Et on peut observer dans le cas de l'œsophage par exemple la même structure de cet épithélium avec plusieurs couches de cellules superficielles aplaties, sauf qu'il n'y a pas de cellules kératinisées.
Donc on a ici deux exemples, avec un épithélium pavimenteux stratifié kératinisé, et ici un épithélium pavimenteux stratifié non kératinisé. Alors, dans la catégorie de l'épithélium cubique stratifié, on peut voir au niveau du canal excréteur rénal la disposition de deux couches cellulaires de forme cubique. Dans le cas de l'épithélium prismatique cylindrique, on a des portions d'urètre, donc au niveau de l'appareil urinaire masculin ou féminin, dans lequel on a au niveau de la couche superficielle des cellules allongées, donc plus longues que larges. Alors on a parlé également d'une catégorie intermédiaire qu'on a nommée pseudo-stratifiée. Alors pseudo veut dire que ça ressemble à une stratification, et ça vient du fait que les cellules sont constituées de plusieurs catégories de cellules, mais qui arrivent toutes au niveau de la membrane basale. C'est la différence avec la stratification. On a ici plusieurs couches allongées, c'est un type prismatique, et on a également des petites cellules à côté de ces cellules allongées, et le tout repose sur la même membrane basale. Donc c'est un tissu prismatique pseudo-stratifié, et ça caractérise généralement les voies respiratoires. Donc ici vous avez l'exemple de la trachée artère, et vous avez également l'épididyme. Alors au niveau de la trachée artère, on a généralement des cils comme différenciation apicale. Au niveau de l'épididyme, on a plutôt des stéréocils. Donc on vient de voir les caractéristiques des épithéliums de revêtement. Alors ça c'était une première catégorie donc d'épithélium, et on va voir maintenant l'autre catégorie, les épithéliums qu'on appelle glandulaires. Alors pourquoi on les appelle glandulaires? Parce que ce sont des tissus constitués de cellules épithéliales qui sont spécialisées dans la sécrétion. Sécrétion, ça veut dire synthèse ou élaboration de substances qui vont sortir ou agir au niveau d'autres tissus. Alors ce sont des cellules donc spécialisées dans la sécrétion. Alors je vous ai mis le terme en arabe, ifraz, et qui sont généralement groupées en amas, c'est-à-dire en petits groupes de cellules de forme et de volume variés. Alors les glandes en arabe on les appelle l'rouded. Alors comment se forment ces glandes? Alors les glandes se forment à partir d'un épithélium de revêtement. Alors vous vous rappelez la schématisation d'un épithélium de revêtement, donc un ensemble de cellules jointives avec d'un côté la lame basale au niveau du pôle basal et de l'autre côté un pôle apical au niveau de la lumière. Alors la formation des glandes, ce qu'on appelle l'histogenèse, se fait à partir de cet épithélium de revêtement, et on peut avoir deux catégories de glandes selon l'évolution, selon le type d'évolution. On peut avoir des glandes exocrines, vous reconnaissez ici le terme exo, donc vers l'extérieur, crine, sécrétion, ou alors des glandes endocrines. Donc on va définir chaque catégorie et voir quelle est la différence en ce qui concerne donc l'histogenèse. Alors donc, dans le cas des glandes exocrines,
Donc, si on a schématisé ici l'épithélium d'origine, l'épithélium de revêtement, on voit que les cellules sécrétrices, donc qui forment donc ici des petits amas de forme ici sphérique par exemple. Donc on voit que dans le cas des glandes exocrines, le lien avec l'épithélium d'origine est maintenu et le produit de sécrétion peut être alors déversé. Donc ici les portions sécrétrices, donc les cellules épithéliales qui donc synthétisent une substance, va être acheminé ici vers l'extérieur de ce tissu. Dans ce cas, ce sera à travers ce canal qu'on appelle canal excréteur. Donc, dans le cas de l'épiderme, les sécrétions sont déversées vers la surface. Dans le cas de l'estomac, par exemple, de l'intestin, les sécrétions vont être déversées au niveau de la cavité qui est en rapport avec l'extérieur. Dans le cas de l'autre catégorie de glandes qu'on appelle endocrines, là vous avez donc endo, intérieur, crine, sécrétion, là on voit qu'il n'y a pas de lien avec l'épithélium d'origine. Donc ici vous avez les cellules sécrétrices qui sont entourées de vaisseaux sanguins au niveau du tissu conjonctif. Et donc le produit qui est sécrété par ces cellules est déversé directement dans le sang. Alors ce type de sécrétion, ce type de substance s'appelle hormone. Alors les hormones, vous en connaissez quelques-unes. La thyroïde, par exemple, au niveau de la glande thyroïde, vous avez les hormones T3, T4, les hormones thyroïdiennes. Vous avez l'insuline, le glucagon. Et il y en a d'autres. Donc ce sont des substances qui sont sécrétées donc au niveau de ces cellules, au niveau de ces glandes endocrines, et qui agissent au niveau d'autres organes, donc à distance. Donc c'est pour cela qu'on les appelle des hormones. Alors vous avez également des glandes dans lesquelles il y a les deux modalités de sécrétion, exocrine et endocrine. Donc on va les appeler des glandes mixtes. Et on peut utiliser également le terme amphicrine parce qu'il y a les deux modalités de sécrétion. Alors donc, on a plusieurs catégories de glandes exocrines, plusieurs catégories de glandes endocrines. Il y a également des organes dans lesquels il y a les deux types de sécrétion. Donc ce sont des glandes amphicrines. On va voir donc comment on peut classer ces différentes glandes. Et bien sûr, pour la classification, on se base sur des critères. Donc, on va commencer par les glandes exocrines et on va se baser dans un premier temps sur les critères morphologiques, c'est-à-dire la forme générale de la glande. Alors, on a vu dans l'illustration précédente que les glandes exocrines comportent des portions sécrétrices et il peut y avoir ou non un canal qui permet l'évacuation de ces substances sécrétées. Donc ça nous permet d'avoir deux catégories de glandes exocrines selon qu'il y a un canal excréteur ou qu'il n'y en a pas.
Donc, si le canal excréteur est absent, on peut avoir ces cas de figure. Donc, avec un premier exemple ici, vous avez un épithélium qui est schématisé ici, l'épithélium de revêtement, dans lequel on voit une seule cellule qui sécrète une substance. Alors, c'est une cellule isolée à l'intérieur de l'épithélium, donc ça définit le type de glande unicellulaire. Alors, comme c'est une cellule qui a une forme en calice, on dit qu'elle est caliciforme. Calice, comme celui de la fleur. Donc, une forme renflée à la base, qui ressemble à un calice. Et comme c'est une cellule qui sécrète du mucus, on dit qu'elle est muqueuse. Donc on peut le voir ici sur cette photographie, au niveau, par exemple, d'un épithélium respiratoire. Donc on peut voir ici les cellules de l'épithélium avec des noyaux rouges. Et là, vous avez cette cellule arrondie, ici allongée, caliciforme, avec des sécrétions muqueuses. Alors, toujours en absence de canal excréteur, on peut trouver un autre type d'épithélium qui sécrète des substances, qui sécrète des substances. Donc, vous avez ici toujours des cellules épithéliales. Et à côté, vous avez une série de cellules sécrétrices. Donc là, vous avez un exemple au niveau de l'urètre. Donc ça constitue une catégorie de glandes multicellulaires parce qu'on a un ensemble de cellules à l'intérieur de l'épithélium de revêtement qui sécrètent une substance. Alors vous avez ici un autre exemple particulier au niveau de l'estomac. Donc au niveau de l'estomac, vous avez en particulier des sécrétions de suc gastrique qui interviennent donc au niveau de la digestion. Donc on peut avoir un épithélium constitué de cellules donc, juxtaposées, et au niveau du pôle apical de chaque cellule, on a des sécrétions très importantes. Donc c'est un épithélium dit sécrétoire à pôle muqueux fermé, et donc vous avez l'exemple ici au niveau de l'estomac. Alors on peut voir ici ce pôle apical coloré parce que justement on a utilisé une coloration spécifique qui nous permet de mettre en évidence ce pôle muqueux au niveau de l'épithélium sécrétoire de l'estomac. Donc, je récapitule. En cas d'absence de canal excréteur, on peut avoir des cellules isolées à l'intérieur de l'épithélium de revêtement qui sécrètent une substance, ou alors un petit ensemble de cellules qui sécrètent une substance, sans l'intermédiaire d'un canal excréteur. Par contre, s'il y a un canal excréteur, on a une autre classification qui doit entrer en jeu, selon la forme de ce canal excréteur et selon la forme des portions sécrétrices. Donc, vous avez toujours des critères morphologiques sur lesquels on se base pour la classification de ces glandes exocrines. Donc, lorsque le canal excréteur est présent, il peut être rectiligne, voilà, former une forme droite non ramifiée. Dans ce cas-là, la glande est dite simple, ou alors on peut avoir une ramification, c'est-à-dire qu'on a ici une branche
qui va se subdiviser et donc donner une ramification. Donc la glande est dite ramifiée. Alors, donc pour la suite de la classification, on regarde, par exemple, dans cette catégorie de glandes simples, on regarde la forme de la portion sécrétrice qui est ainsi schématisée en rose. Alors si les cellules sécrétrices forment un tube, la glande est dite tubuleuse. Si elle forme un petit amas de cellules donnant une forme de petite sphère, alors qu'on qualifie d'acineuse parce que lorsqu'on fait une coupe transversale au niveau de cette sphère, on voit une petite lumière. Donc la glande est dite acineuse, un acinus. Si les cellules sécrétrices, comme dans le cas ici, forment une petite sphère plus grande et qui montre en coupe transversale une grande lumière, on a le type alvéolaire. Donc ici, cette structure est une alvéole et on a donc la glande qui est dite alvéolaire. Dans l'autre catégorie, lorsque le canal excréteur est ramifié, là encore on regarde la forme des portions sécrétrices et là vous avez l'exemple des glandes composées ramifiées. Au niveau des glandes mammaires par exemple, c'est ce type de glande exocrine qu'on peut trouver. Alors, toujours dans la classification, maintenant il y a une autre classification en fonction du mode d'excrétion. Alors on a parlé de sécrétion, maintenant on parle d'excrétion, c'est-à-dire le transport de la substance sécrétée après vers l'extérieur. Donc dans cette première catégorie de glandes, donc on peut se rendre compte d'après l'illustration du mode d'excrétion qui est schématisé. Alors on reconnaît ici la membrane basale de la cellule épithéliale. On reconnaît ici les structures spécifiques d'une cellule. Alors avec noyau, réticulum endoplasmique, granuleux, appareil de Golgi. On peut constater ici que la substance sécrétée qui est illustrée en rouge forme des petites vésicules qui sont transportées vers l'extérieur de la cellule, donc ici vers le pôle apical de la cellule, de façon continue par phénomène d'exocytose. Donc la glande est dite, dans ces cas-là, une glande mérocrine, c'est-à-dire une sécrétion continue, une excrétion continue par exocytose. Alors l'exemple type, c'est la glande mammaire. Deuxième situation, on peut voir ici cette cellule épithéliale qui sécrète une substance qui est schématisée ici en orange. Alors la substance sécrétée s'accumule à l'intérieur de la cellule de façon continue et finalement la cellule se remplit de cette substance et éclate en libérant son contenu vers l'extérieur. Donc dans cette situation de glande dite holocrine, la cellule donc se charge du produit de sécrétion et se désintègre entièrement
C'est le cas, par exemple, de la glande sébacée, donc une glande qui sécrète des matières grasses qui peuvent s'accumuler, par exemple, au niveau de notre peau sous forme de boutons. Donc, glande holocrine. Troisième catégorie, dans laquelle on peut voir ici que la substance sécrétée est libérée en libérant ou en détachant en même temps la membrane apicale de la cellule épithéliale. Donc la glande est dite apocrine. Donc ici vous avez le terme rappelé ici qui rappelle le pôle apical. Donc glande apocrine. Alors le produit de sécrétion est donc éliminé en entraînant le pôle apical de la cellule. Alors par opposition au mode d'excrétion mérocrine qui est continue, ici on a une excrétion qui est discontinue parce que la cellule épithéliale doit reconstituer sa membrane apicale avant de reprendre un deuxième cycle de sécrétion. Alors le cas ou l'exemple donné ici, c'est la glande sudoripare pour l'excrétion de la sueur. Alors, toujours dans la classification des glandes exocrines, on a un autre critère de classification qui se base sur la nature du produit de sécrétion. Alors, on a deux possibilités, soit que les sécrétions sont de type enzymatique, et la glande est dite séreuse. Alors, c'est le cas donné en exemple, c'est le pancréas exocrine. Soit la substance sécrétée est constituée de mucus, et dans ce cas-là, la glande est dite muqueuse. Alors l'exemple donné ici, c'est la glande salivaire, donc pour l'excrétion de la salive. Alors vous avez également des organes, des glandes, dans lesquelles il y a deux portions sécrétrices. Les unes peuvent sécréter des enzymes, les autres du mucus, et dans ce cas-là, on parle de glandes mixtes ou de glandes séromuqueuses. Là, on voit les deux mots qui sont associés, séreuse et muqueuse. On peut également dire muco-séreuse. Là, vous avez un tableau qui vous permet de retrouver ici quelques exemples de glandes exocrines avec leurs principales substances sécrétées puis excrétées. Donc ici, la glande sudoripare, avec comme sécrétion la sueur. Vous savez qu'on a plusieurs glandes sudoripares dans certaines parties de notre organisme. Donc là, je vous mets le terme en arabe pour sueur. Vous avez la glande sébacée avec la sécrétion de sébum, la glande lacrymale avec les sécrétions de larmes, la glande mammaire pour la sécrétion de lait, la glande salivaire pour la sécrétion de salive, le foie exocrine, donc je précise ici exocrine parce qu'il s'agit d'une glande mixte, donc il y a le foie exocrine et le foie endocrine. Le foie exocrine,
sécrètent principalement la bile. Vous avez l'estomac avec la sécrétion de suc gastrique et vous avez le pancréas exocrine avec la sécrétion de suc pancréatique. Alors maintenant, en ce qui concerne les glandes endocrines, donc pour la classification, c'est plus simple, on se base sur des critères morphologiques. On a deux principales catégories. La première catégorie qui est typique de la glande thyroïde, on en a déjà parlé tout à l'heure, avec les sécrétions d'hormones T3, T4. Alors, donc, un critère morphologique typique, les cellules sécrétrices qui sont ici schématisées en rose, sécrètent une substance qui se déverse ici au centre de cette structure vésiculaire qu'on appelle follicule. Donc ça donne le nom à la structure dans la classification. Donc structure vésiculaire ou folliculaire. Donc propre à la thyroïde. En ce qui concerne le deuxième exemple de glande endocrine classée en fonction des critères morphologiques, on a cette structure de cellules alignées, soit en cordon, soit en petit amas de cellules. Donc on parle de travées, donc des structures qui ressemblent à un alignement de cellules ou à des formations en petites îles. Alors, île veut dire jazira et îlot donc plus petit. Donc on parle de structure trabéculaire. Alors exemple, la glande surrénale qu'on trouve au-dessus des reins. Alors je vous ai mis dans ce tableau quelques exemples de glandes endocrines qu'on trouve dans notre organisme avec les hormones correspondantes. Au niveau de la glande thyroïde, on a les hormones thyroïdiennes, T3, T4, et également la calcitonine. Au niveau de la glande surrénale, on a sécrétion d'adrénaline, noradrénaline et des androgènes. Au niveau du pancréas endocrine, on a sécrétion de l'insuline et du glucagon. Alors ce sont les hormones qui interviennent dans la régulation du taux de glucose dans le sang, qu'on appelle glycémie. Au niveau de l'ovaire, sécrétion des hormones de type œstrogène et progestérone, et au niveau du testicule, sécrétion de la testostérone. Alors, dans ce tableau, je vous ai mis les principaux exemples d'épithélium qu'on peut trouver dans notre organisme. Donc c'est une récapitulation de tout ce qui concerne les tissus épithéliaux, de revêtement ou glandulaires. Alors ici vous retrouvez les critères qui nous ont servi à la classification, donc la forme des cellules, le nombre de couches de cellules et le type de différenciation apicale. Donc au niveau de l'intestin par exemple, on a un épithélium prismatique, simple, à plateau strié, donc présence de microvillosités qui interviennent dans la fonction d'absorption, et il y a également des cellules
caliciforme, sécrétrice de mucus. Au niveau des voies aériennes supérieures, comme par exemple au niveau de la trachée, des bronches, l'épithélium est prismatique, pseudostratifié, et au niveau des différenciations, on a des cils. Il y a également présence de cellules à mucus ou cellules caliciformes. Au niveau de l'épiderme, au niveau de la peau, l'épithélium est pavimenteux, stratifié et les couches superficielles contiennent de la kératine, donc on dit qu'il est kératinisé. Donc ça c'est à mettre avec, en relation avec la fonction de protection contre les chocs, puisque la peau se durcit grâce à cette kératine. Au niveau de l'œsophage, on a le même type d'épithélium, donc pavimenteux stratifié, sauf qu'il n'y a pas de kératine.